à commencer. Donc encore une fois, bonjour à tous. Nous allons passer en revue un petit peu ce qui a été dit la semaine dernière lors de la séance des différentes figures chartistes. Nous passons au sommaire de ce webinaire. Donc je vous laisse bien sûr regarder les différentes parties de cette formation. Donc déjà, première partie, comprendre les graphiques boursiers, donc qui est structuré bien sûr selon deux sous-catégories, on va dire, le chartisme et les notions pratiques. Ensuite, les différentes figures chartistes, donc ça peut être les figures de retournement et les figures de continuation. Et enfin, la troisième partie, donc nous allons passer en revue notre lexique, donc le lexique TradeMaker, ainsi que différents exercices pour savoir un petit peu comment vous réagissez lorsque vous regardez les graphiques et les différentes figures qui sont présentes directement sur l'analyse chartiste. Alors, pour la question, alors juste avant d'aborder les différentes questions, par rapport aux séances archivées, vous avez la possibilité directement d'aller sur notre site, voir dans les sessions archivées, ou demander à votre analyste et il pourra éventuellement vous envoyer le lien pour revoir cette séance de formation. Alors, nous allons passer rapidement à ce qui a été dit la semaine dernière, notamment au niveau du chartisme, ainsi que les figures de retournement, puisqu'on s'est arrêté aux figures de retournement. Donc, première partie, comprendre les graphiques boursiers. N'hésitez pas bien sûr à interagir sur notre chat si vous avez le moindre souci. Donc le chartisme, alors je ne vais pas redéfinir, mais vous voyez la définition, juste pour vous donner une explication par rapport au chartisme, ce n'est pas une science exacte. Il faut savoir que c'est une méthode d'observation qui est plutôt semi-quantitative, qui est fondée surtout sur la lecture des graphiques boursiers, et qui permet en quelque sorte, à partir de l'étude du passé et du présent, d'anticiper les futures tendances d'un marché. Alors, il s'agit quand même d'une méthode à part entière qui ne nécessite aucune justification extérieure, elle se suffit d'elle-même. Donc, si vous voulez justifier tel ou tel aspect technique par des données fondamentales, alors les données fondamentales, ça peut être soit des études conjoncturelles, soit des résultats financiers ou même comptables, c'est à mon avis, comment dirais-je, un non-sens méthodologique. Le graphique se suffit à lui-même. Et il faut bien quand même se garder de trop écouter les bruits et opinions diverses qui circulent sans cesse au sujet du marché. À ce sujet, si effectivement vous avez des questions particulières par rapport aux analyses techniques, généralement il est important aussi... Alors, juste un instant, vérification du son, une nouvelle fois, problème de son, est-ce que vous m'entendez un peu mieux ou c'est un problème technique? Parce que j'ai quelques réactions sur notre chat. Est-ce que vous m'entendez un peu mieux? C'est qu'il y a quand même une forme d'écho aussi. D'accord, bon. Écoutez, alors c'est OK. Alors je vous disais, bon, moi mon dicton favori, c'est surtout de, si vous voulez avoir des informations au sujet du marché, demandez tout simplement au graphique et non pas à votre voisin qui ne sait pas plus que vous. Donc, excepté si vraiment vous n'avez pas beaucoup d'expérience, vous avez des analystes aussi qui ont beaucoup d'expérience sur l'analyse chartiste. Là, à ce moment-là, oui, vous pouvez demander à vos analystes qui peuvent effectivement vous aider à déterminer des différentes figures. Donc, de façon générale, il faut savoir regarder un graphique boursier qui est surtout l'élément le plus objectif et le plus riche d'enseignement qui soit. Toute l'information, pour être honnête avec vous, y est inscrite. Alors, nous allons passer un petit peu en revue rapidement. Donc la tendance, la tendance c'est une méthode qui est particulièrement cruciale pour différents intervenants, que ce soit court, moyen ou long terme. Donc généralement, on détermine une tendance pour des traders qui travaillent particulièrement sur le long terme, donc les swing traders, et qui vous permettent donc de déterminer assez tôt si nous sommes plutôt dans un marché directionnel ou bien dans une phase, comment dirais-je, non tendentionnelle, c'est-à-dire qui peut se situer comme une sorte de trading range, dans une sorte de rectangle où le marché va faire des allers-retours entre différents niveaux, comme ce que vous pouvez voir juste en dessous donc, du graphique des supports et des résistances que nous allons aborder. Donc cette notion de tendance est absolument capitale, car tout simplement les prises de décision et de prise de position sont différentes et souvent même opposées. Vous pouvez par exemple prendre des opérations sur une tendance qui est déterminée sur H4 ou D1 qui peut être une tendance haussière, mais sur du court terme, vous pouvez prendre éventuellement des positions à contre-tendance. Mais il faut prendre quand même en considération avec du recul que la tendance de fond est bien confirmée sur une tendance haussière. Il faut rester dans le même train que les autres.
Ça, c'est au niveau de la notion de la tendance. Les supports et les résistances, alors il y a deux niveaux. Donc une résistance horizontale, c'est un niveau en quelque sorte où la progression haussière de la valeur est freinée. À ce niveau, généralement, beaucoup de titres, beaucoup d'actifs, ça peut être les marchés des devises ou autres, sont proposés à la vente et en contrepartie, les acheteurs n'ont plus les moyens ni l'intention d'absorber en quelque sorte cette quantité. De façon classique, on dit que ces ventes, donc on appelle ça les ventes à découvert que nous allons aborder juste après, sont le fait en quelque sorte des vendeurs institutionnels qui sont qu'on appelle ça entre guillemets des grosses mains, c'est-à-dire qui sont là pour vendre des actifs à partir d'un moment où on arrive à un sommet comme une sorte de balle que vous jetez dans une pièce, vous jetez cette balle dans cette pièce, et là la balle va soit effectivement toucher le plafond, soit le sol. Donc le plafond, c'est considéré comme une résistance, où là effectivement on va freiner cette tendance haussière, comme vous pouvez le voir donc, sur le graphique, enfin pardon, sur le schéma qui est présenté à ce niveau-là. Et vous avez également le sol, donc qui est considéré comme le support. Donc le support, les supports horizontaux sont des niveaux en quelque sorte de cotation, où là, ça va freiner un petit peu la baisse de la valeur. Donc les supports, généralement, agissent comme des planchers plus ou moins solides sur lesquels la valeur peut rebondir et reprendre une évolution haussière. Voilà, au niveau des supports des résistances, c'est un point qui a été abordé à de maintes reprises lors des séances précédentes, où effectivement vous avez la possibilité bien sûr de revoir ces séances. Alors, la troisième, donc nous allons passer donc au slide suivant, le rectangle et trading range, c'est la notion que j'ai abordée juste avant, donc c'est un marché qui n'est pas tendentionnel, où là effectivement c'est des figures assez simples. Vous voyez que dans ce cadre, par exemple, les variations de cours se font entre deux droites horizontales. En haut, la résistance, et en bas, le support. Cette alternance de mouvement s'appelle ce qu'on appelle donc un trading range ou un rectangle. Là, effectivement, vous voyez des oscillations entre ces deux niveaux. Cette figure, généralement, c'est un signe d'indécision du marché, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement comment se positionner. Aucune tendance nette n'a été confirmée ou se prolonge lorsque le marché se situe dans un trading range. Passons donc aux notions pratiques. Le premier point, donc le rapport bénéfice-risque, c'est un point que j'ai abordé également la semaine dernière qui est assez important puisque ça fait partie du money management. Si quelque sorte, moi personnellement, je mets mon argent sur le marché, je prends un risque qui doit être quand même minime par rapport aux gains que j'escompte. Comme on voit généralement dans n'importe quel type de domaine. Si dans le cas contraire, par exemple, vous avez un mauvais ratio, donc le rapport bénéfice-risque. Alors bénéfice-risque, c'est d'abord un ratio où là, par exemple, je souhaite gagner un certain montant, il va falloir bien sûr prendre le risque où si je gagne, par exemple, 30 points, je perds au maximum 10 points. Si je souhaite gagner 50 points, je perds, par exemple, 20 points, etc. etc. Il faut qu'il y ait quand même un ratio assez solide pour travailler donc son bon money management. Et le ratio bénéfice-risque est souvent utilisé dans l'analyse chartiste. Le stop-loss, stop de protection, c'est un niveau qui dépend bien évidemment du BR, donc du ratio bénéfice-risque que nous avons vu juste au-dessus. Et d'une façon générale et très schématiquement, ces stops généralement se sont positionnés soit en dessous d'un support, si vous êtes bien sûr à l'achat, soit au-dessus d'une résistance si vous détenez bien sûr une position vendeuse ou une vente à découvert. Donc d'ailleurs là le troisième point, donc la vente à découvert, donc du VAD. Alors en quoi ça consiste en quelque sorte? C'est au lieu d'acheter une valeur puis de la vendre comme vous avez l'habitude de le faire dans des différents PEA ou dans des comptes titres, là vous pouvez faire le contraire. Donc en quelque sorte vous avez une chance sur deux. Donc, vous avez la possibilité également donc, de faire de la vente à découvert, c'est-à-dire je la vends d'abord, puis je la rachète. Et je la rachète moins cher que ce que j'ai vendu au départ. C'est ce que propose par exemple, donc étant donné que vous êtes donc chez TradeMaker qui vous permet bien sûr de pouvoir acheter et surtout de vendre des titres donc sur votre plateforme. Lorsque par exemple votre analyse vous permet de dire que la valeur devrait baisser sur n'importe quel type de valeur, ça peut être Crédit Agricole, la BNP Paribas ou Société Générale, vous avez entendu une analyse fondamentale qui a été lancée par rapport à une tel ou tel actif, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle de la vente à découvert, et donc de vendre en espérant que bien sûr l'actif se déprécie.
Passons à l'essentiel. Donc, on a abordé ce point. On va essayer d'aller assez rapidement par rapport aux figures de retournement. Donc, les figures de retournement, vous avez plusieurs types de figures. Donc, vous avez effectivement les double bottom. Vous avez les triple bottom aussi. Vous avez le rounding bottom, le V bottom, l'épaule tête-épaule, donc l'ETE que nous allons aborder bien sûr rapidement, puisque nous avons abordé cela la semaine dernière. L'épaule tête-épaule inversée. Et vous avez effectivement aussi la possibilité de voir les biseaux ascendants et descendants. Alors les double bottom, c'est en quelque sorte le synonyme de creux, qui est souvent utilisé par 2 ou par 3. Vous avez soit le double bottom, soit le triple bottom. Donc là, vous avez en quelque sorte un signal des zones de support potentiel et qui sont donc susceptibles d'entraîner des retournements haussiers. Alors si effectivement vous travaillez sur le double bottom, vous avez 70% de retournement haussier. Alors pour être considéré un petit peu comme double bottom ou creux, ou en W, parce que vous voyez bien que là, alors on va voir sur les graphiques juste au slide suivant, donc là on a une représentation d'un double bottom, où vous avez, comme ce qui a été dit la semaine dernière, une représentation en W. D'accord? Donc vous avez des creux, où là effectivement, nous avons donc une représentation graphique en W. Il faut savoir que au niveau des objectifs, alors ça c'est très important, le calcul de l'objectif se fait classiquement en reportant donc la hauteur maximale du plus profond des deux creux. Donc ça peut être ça, vous avez, donc comme je l'ai expliqué la semaine dernière, c'est la ligne de coup. Alors je vais le préciser à ce niveau-là. Donc ça, c'est la ligne de coup. C'est considéré comme une sorte de résistance, puisque là, vous voyez que là, à ce moment-là, le marché s'estompe, donc repart un petit peu à la baisse. Donc vous avez un creux ici, et vous avez un deuxième creux à ce niveau-là. Donc, on appelle ça donc l'objectif. Alors, je vais quand même effacer parce qu'on ne va pas bien voir. Donc là, vous avez un objectif qui peut être déterminé à ce niveau-là. Donc ça, c'est la chute donc, de la parité donc euro-dollar. Donc le calcul de l'objectif, généralement, c'est d'avoir une représentation identique, donc parallèle en termes d'objectif. Donc le stop loss, alors le stop loss, vous pouvez éventuellement le mettre à ce niveau-là, comme ce qui a été dit donc la semaine dernière. Et là, vous avez effectivement donc le take profit à ce niveau-là. Voilà, donc c'est à peu près les calculs pour prendre vos objectifs lorsque vous passez des opérations. Un intervenant classique, par exemple, c'est de prendre position à l'achat après la cassure de la ligne de coup, c'est-à-dire de la résistance, et le stop de protection, donc le stop loss, sera positionné sous cette ligne de coup, et donc l'objectif théorique est calculé selon ce qu'on appelle la règle de la balançoire, c'est-à-dire de calculer ce qu'il y a en dessous de la ligne de coup et de prendre un bénéfice juste au-dessus pour sortir de vos positions. Donc là, on va passer donc au rounding bottom. Le rounding bottom, c'est une forme de U, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Donc un U est bien dessiné. C'est plusieurs, on va dire, accidents de baisse qui plus marqués, mais sur une unité de temps appropriée, une structure apparaît comme voilà, soit un U qui est bien représenté à ce niveau-là, soit un V un peu plus arrondi. Alors les erreurs à éviter alors dans ce type de figure, c'est vrai que généralement, comme vous voyez là au niveau des pourcentages, lorsque vous avez un rounding bottom, vous avez 86% de sortie haussière. Donc c'est quand même une représentation qui est quand même assez intéressante, puisque la confirmation de la sortie haussière est aux alentours de 86%, c'est quand même assez important. Donc si vous regardez au graphique suivant, on a une représentation graphique d'un rounding bottom, où là l'objectif c'est bien sûr de, comme ce qui est avant, c'est-à-dire de calculer par exemple la chute à ce niveau-là, de se positionner quand vous avez ce qu'on appelle un pullback. Alors le pullback, ça a été abordé la semaine dernière aussi, c'est un point où là le marché va essayer de retester une nouvelle fois cette résistance. Vous voyez que là à ce niveau-là, le marché reteste une résistance et l'objectif est atteint à ce niveau-là. Donc vous avez approximativement à peu près le même résultat. Donc là, vous prenez votre take profit et bien sûr, vous mettez un stop loss dans le cas où on chute en dessous, bien sûr, de ce rounding bottom au niveau du support à ce niveau-là. Le V-bottom, alors nous avons abordé donc le V-bottom puisque nous allons voir un petit peu la représentation qui ressemble un petit peu au rounding bottom. Cette fois-ci, c'est un V qui est bien plus approfondi, c'est qui est beaucoup plus progressif et plus long à se former. Alors c'est
c'est quand même une figure assez difficile à analyser et à voir. Généralement, elle apparaît lorsque vous avez une annonce macroéconomique, comme ce qui s'est par exemple passé par exemple sur la parité euro-dollar, à ce niveau-là, où là effectivement vous avez un V qui a été dessiné et hop, on a eu un retournement haussier sur cette parité. Voilà, par rapport au V-bottom, nous allons passer donc donc une figure que j'aime particulièrement et personnellement, c'est l'épaule tête-épaule, qui est une figure qui donne de très très bons résultats, puisque d'ailleurs, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là, 93% de sorties baissières lorsque vous avez une ETE, on appelle ça une ETE, donc l'épaule tête-épaule. Donc c'est vraiment dans 93% des cas, on a souvent un retournement baissier qui doit être normalement retrouvé à l'issue d'une tendance haussière qui est avérée. Donc là, vous voyez bien, donc on va regarder d'ailleurs dans le graphique suivant, sur le slide suivant, une épaule tête-épaule qui a bien été confirmée. Donc juste après une tendance baissière, une tendance haussière qui a été confirmée à ce niveau-là. Donc là, première épaule qui a été dessinée. Donc vous avez trois sommets successifs. Le central qui est le plus important, c'est la tête, comme on peut le voir à ce niveau-là, qui est encadré donc par deux épaules. Donc une épaule à ce niveau-là et une deuxième épaule à ce niveau-là. Donc c'est vraiment une analogie, une sorte d'analogie anatomique. On s'accorde généralement à considérer que la hauteur de la tête doit être à peu près de 1,5 à 2 fois celle des épaules. Alors c'est approximatif ça, mais généralement ce qui peut être intéressant dans cette figure chartiste, c'est que généralement cette configuration doit être à peu près à 1,5 à 2 fois ce que vous avez au niveau des épaules. Donc là vous voyez bien que la représentation est bien confirmée. Et comme on le dit, généralement, il y a souvent un retournement baissier en dessous de la ligne de coût. Donc, l'objectif, c'est l'objectif minimal, comme on le fait, c'est tout simplement donc, de rapporter la hauteur de la tête par rapport à la ligne de coût au point. Donc, cet objectif, généralement, donc, est validé en dessous à 63%, mais confirmé à 93% lorsqu'on passe en dessous de la ligne de coût. Alors, c'est important, c'est vrai qu'on a vu la semaine dernière, on repasse rapidement, on essaie de passer rapidement, mais c'est vrai que ces figures sont extrêmement importantes par rapport à vos différentes analyses. Mais c'est vrai qu'un graphique boursier nous permet d'avoir en quelque sorte un comportement de la foule, des intervenants et surtout de leur psychologie. Donc est-ce qu'on voit à travers ce graphique, est-ce que la foule, donc les intervenants sont plutôt optimistes ou pessimistes sur le titre en action, sur la valeur, est-elle au contraire indécise? Le graphique nous permet un petit peu de, presque en un clin d'œil, comme on peut le voir d'ici, tout cela sans avoir besoin d'un autre renseignement. Donc si vous avez un cadre d'une épaule tête-épaule, il est important quand même de comprendre qu'il s'agit d'une figure de renversement. Alors pourquoi vous voyez ça? Parce que nous sommes un petit peu dans une zone haute de prix qui, à plusieurs reprises, le titre a tenté de monter, puisque vous le voyez que là, à ce niveau-là, le titre a tenté de monter, mais on nous sommes quand même dans une phase indécise où là, effectivement, on a un retournement baissier, on a touché, bien sûr, cette ligne de coût, où là, on peut éventuellement se positionner même dans des scénarios plutôt vendeuses, même si effectivement les tendances sont confirmées à travers la ligne de coût. Alors l'intervenant classique, c'est surtout d'exploiter classiquement cette figure et de faire de la vente à découvert dès que la ligne de coût a été cassée, ou d'attendre éventuellement un pullback. Un pullback, ça peut se faire comme ça. Donc là, ça s'est pas validé, mais là, un pullback, alors c'est effectivement ce scénario-là, où là, le marché remonte un petit peu en dessous de la ligne de coût, mais repasse un petit peu au-dessus, ou le pullback peut être de ce scénario-là, c'est-à-dire que on retouche la ligne de coût, et hop, on se positionne à la vente à ce niveau-là. Mais là, vous voyez bien que la cassure a bien été confirmée sur la ligne de coût, donc on se positionne à la vente à ce niveau-là. Ça, c'est l'épaule tête-épaule. L'épaule tête-épaule inversée, c'est exactement la même version que celle qui précède, mais c'est une version haussière. C'est-à-dire que là, au lieu de se positionner à la vente à travers la ligne de coût, on se positionne à l'achat. Alors c'est une forme un petit peu qui ressemble au triple bottom, où le creux central est plus profond. Donc c'est un triple bottom qui indique qu'il y a trois mouvements de baisse bien identifiables. Donc on peut considérer comme le TEI, on appelle ça donc l'épaule tête-épaule inversée, le TEI, comme un triple bottom inversé. Donc là, vous pouvez bien sûr travailler de la même façon. Alors l'objectif de la baisse le calcule généralement en reportant la profondeur de la tête comme le TE classique par rapport à la ligne de coût au point de cassure de celle-ci.
Le biseau, alors juste après, nous allons aborder donc le biseau ascendant. Les biseaux ascendants, comme on a dit la semaine dernière, sont des figures chartistes qui sont délimitées par deux droites de tendance convergentes, dont la particularité est d'être un petit peu, contrairement au triangle pardon, que nous allons aborder juste après aux figures de continuation, qui sont orientées dans la même direction. Donc nous allons regarder d'ailleurs ensemble le graphique sur le biseau ascendant. Alors pour que le biseau ascendant soit confirmé, il faut qu'il y ait au minimum 2 points qui soient touchés par rapport aux deux droites convergentes. Et donc, confirmer ce biseau ascendant, il faut qu'il y ait au minimum 2 points. Donc là, on va regarder sur le slide suivant. Donc là, vous avez un point à ce niveau-là, vous avez un deuxième point à ce niveau-là, vous avez un point là, et vous avez effectivement un deuxième point à ce niveau-là. Et là, vous avez un biseau ascendant qui est bien confirmé. Alors, au niveau des objectifs, on dit qu'il n'y a pas réellement, alors on appelle ça les biseaux ascendants, le terme anglo-saxon, les wedges. Les wedges, c'est-à-dire qu'il n'y a pas réellement d'objectifs calculables sur ce type de figure. Effectivement, certains, il y a quelques cambistes qui considèrent que l'objectif de sortie est donné surtout par le point le plus bas à l'entrée de la figure. C'est-à-dire soit à ce niveau-là, d'accord, soit à ce niveau-là. Donc c'est à vous de considérer l'objectif. D'ailleurs, il a été confirmé à ce niveau-là. Donc c'est à vous de voir au niveau des objectifs quel est le point par rapport aux oscillations qui sont données sur ce biseau ascendant. Personnellement, j'utilise tout simplement la même technique que pour les triangles que nous allons aborder juste après, en reportant l'amplitude de la base du wedge, c'est-à-dire du biseau, sur le point de cassure, c'est-à-dire à ce niveau-là. Voilà par rapport au biseau ascendant. Voilà, nous allons voir donc le biseau descendant. Biseau descendant, c'est une figure qui est plus rare que les triangles, mais qui est orientée aux alentours de 92% des cas vers le haut. Alors là, il est marqué 79%, mais je remarque que les biseaux descendants ont des statistiques beaucoup plus intéressantes lorsque vous avez des orientations haussières. Alors lorsque la configuration du biseau descendant est confirmée, vous avez une configuration qui survient sur un bas des marchés, et elle prend un petit peu le nom d'un essoufflement, c'est-à-dire d'un essoufflement baissier, où là effectivement vous voyez que là par exemple ça chute, mais on s'essouffle. Donc il y a un essoufflement, et vous voyez que généralement, alors bien sûr après ce pullback en quelque sorte, puisque ça c'est considéré comme une résistance, donc c'est la résistance convergente, et ça c'est le support convergent. Donc là, là on a généralement une figure qui annonce généralement un retournement haussier dans 92% des cas. Au niveau des objectifs, c'est le même principe que les biseaux ascendants. On a du mal également à calculer les objectifs. Après, vous prenez le point le plus haut, par exemple, à ce niveau-là, et vous mettez vos take profit à ce niveau-là. Les stops de protection, c'est toujours par rapport à la cassure du point le plus bas. Et là, vous pouvez éventuellement mettre un support, donc un SL à ce niveau-là, pardon, pas un support, mais un stop loss à ce niveau-là. Alors, nous allons maintenant aborder le nouveau point, donc les figures de continuation. Vous avez plusieurs types de figures. Vous avez donc les triangles ascendants, vous avez les triangles descendants, vous avez aussi les différents triangles symétriques de sommet et de creux. Et après, nous allons aborder donc rapidement le lexique, que vous aurez accès si vous faites une demande à votre analyste. Vous avez également le flag ou drapeau, qui est une figure qui n'est pas forcément simple à travailler et à voir. Donc nous allons regarder rapidement donc, le triangle ascendant. Donc au slide suivant, triangle ascendant, je vous laisse regarder la définition les triangles ascendants, ce sont des configurations qui sont quand même assez fréquentes où le support est ascendant et la résistance qui est horizontale. Donc comme vous pouvez le voir à travers ce schéma, donc vous avez deux droites qui sont convergentes en un point appelé, on l'appelle ça l'apex ou la pointe. Donc ça c'est le point que vous avez à ce niveau-là. Nous allons voir également sur le slide suivant. Généralement, elles prennent deux directions différentes. C'est-à-dire que là, vous avez effectivement un support, donc une résistance horizontale, et vous avez une droite, donc un support convergent. L'amplitude des oscillations qui peuvent aller en diminuant, du fait que, bien sûr, que la convergence des lignes de tendance, et aussi qu'il faut y ait au minimum, comme les autres figures chartistes, au moins deux points qui touchent ces différents niveaux. Donc vous avez une droite, donc un triangle ascendant. Donc là, vous avez effectivement
un point, vous avez un deuxième point, soit ici. Donc là, on peut considérer là comme une confirmation. Donc vous avez, non, pardon, vous avez un point là, vous avez un point ici, vous avez également un point là. Donc vous avez donc déjà le triangle ascendant est bien confirmé. Donc vous avez effectivement donc ici une résistance horizontale et vous avez un support convergent. Où là, bien sûr, donc au niveau des objectifs, hein, c'est très important aussi, c'est généralement de calculer la base de ce triangle. Donc là, si par exemple vous appelez ça X, il faut également, alors on ne le voit pas sur ce schéma, sur ce graphique, mais de votre côté, il faut tracer, donc sur l'euro JPY, il faut qu'il y ait au minimum également X pour avoir ce qu'on appelle donc la règle de la balançoire. L'erreur, alors il y a des erreurs quand même à éviter sur ce type de configuration, c'est quand même, il faut savoir que c'est une figure d'indécision. Donc généralement, ça se manifeste sur des oscillations à travers, donc à l'intérieur du triangle avec des allers-retours entre deux lignes de tendance, donc les lignes donc, horizontales et convergentes. L'erreur, c'est surtout de considérer uniquement les lignes de tendance sans bien vérifier que les oscillations sont présentes. Il s'avère que parfois, on n'a pas forcément des oscillations, ça peut casser brièvement pour repartir après. Si vous n'avez pas d'oscillation de telle figure, hein, je ne recommande pas de pouvoir investir votre capital sur ce type de configuration chartiste. Alors, si vous êtes un intervenant qui a l'habitude de faire des opérations sur ce type de configuration, moi ce que je vous conseillerais personnellement, c'est d'attendre la cassure de la résistance, donc la droite en vert que vous avez sur le graphique, ou éventuellement le support si vous êtes dans un retournement baissier. Donc dans le cas où vous touchez par exemple le support, vous pouvez éventuellement vous positionner à l'achat. Si vous avez une cassure du support, si vous êtes sur la résistance, là vous vous positionnez à l'achat, éventuellement un pullback où vous attendez une grosse cassure de cette résistance, ou éventuellement faire de la vente à découvert si vous passez en dessous donc du support convergent. Le triangle descendant, c'est le même principe, sauf que là, vous avez une configuration bien sûr qui est toujours assez fréquente. Ça, vous pouvez le voir à de maintes reprises hein, sur vos graphiques. Si vous prenez un petit peu vos historiques hein, de l'analyse sur les graphiques, vous pouvez voir ce triangle descendant sur plusieurs configurations. Vous avez donc ici un support qui est horizontal et une résistance oblique baissière. Les deux droites convergent un petit peu sur ce qu'on appelle l'apex, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc c'est le point décisif à ce niveau-là. Donc ça se dirige vers ce point-là pour faire donc ce triangle. Et donc après, par la suite, bien prendre deux directions différentes. Le même principe, objectif toujours rapporté au niveau de la base du triangle. Donc là, effectivement, vous prenez la hauteur de la base du triangle sur le point de cassure et après bien sûr vous avez souvent des retournements baissiers dès qu'on casse donc le support horizontal. Comme on l'a dit tout à l'heure, il s'agit d'une figure d'indécision, donc il faut toujours vérifier qu'il y a bien sûr des oscillations à l'intérieur de la figure. Même principe hein, pour les intervenants classiques, vous avez soit la possibilité d'attendre la cassure de la résistance ou du support pour se placer à l'achat ou faire de la vente à découvert ou tout simplement attendre donc un pullback que vous pouvez éventuellement voir si effectivement là on peut avoir un pullback à ce niveau-là, toucher le support et repartir dans une tendance plutôt baissière. On va passer donc au triangle maintenant symétrique de sommet. Le triangle symétrique de sommet, comme son nom l'indique, c'est un triangle. Ce sont des triangles généralement formés par deux lignes de tendance symétriques par rapport à l'horizontale. Donc là vous avez effectivement droite donc sur ce schéma, une ligne horizontale, et vous avez l'asymétrie par rapport à cette ligne, qui est c'est une figure assez intéressante aussi, qui n'est pas forcément simple à trouver. C'est vrai que c'est une configuration que vous pouvez voir de temps en temps sur différents graphiques. D'ailleurs, on va le voir juste après par rapport au slide suivant. Donc le support est oblique et haussier, alors que la résistance est oblique et baissière. Cette fois-ci, vous n'avez pas de support ou de résistance horizontaux, c'est-à-dire que là vous avez une résistance par exemple oblique baissière et vous avez donc un support haussier, donc un support oblique haussier. L'action comme les autres triangles, vous avez des oscillations qui figurent donc entre ces deux lignes de tendance et l'amplitude de ces oscillations diminue bien sûr à l'intérieur de ce triangle
bien sûr, symétrique de sommet. Alors on a une représentation qui n'est pas forcément, oui, c'est une symétrie. Donc là, vous avez effectivement donc une horizontale, l'horizontale. Donc la droite que vous pouvez tracer. Vous pouvez éventuellement, vous, de votre côté, si effectivement vous voulez calculer des objectifs, c'est toujours en rapportant la hauteur de la base du triangle sur le point de cassure, comme on fait sur les autres triangles, donc ascendant-descendant. Généralement, le triangle symétrique de sommet est souvent annonciateur, comme on peut le voir, d'un retournement haussier. Vous voyez que là, par exemple, dans 63% des cas, il y a souvent un retournement haussier. Et on le voit d'ailleurs sur ce slide, sur l'USD-JPY, qu'on a un retournement haussier à ce niveau-là. Donc au niveau de l'apex, puisque le point ici, c'est ce qu'on appelle l'apex ou la pointe en français, où là vous avez effectivement 63% de retournement haussier dans cette figure, donc chartiste, figure de continuation. Alors, triangle maintenant symétrique de creux, pardon. Donc on a vu triangle symétrique de sommet. Maintenant nous allons voir donc le triangle symétrique de creux. Même principe, là aussi c'est exactement le même scénario, sauf que là, le retournement est baissier et non pas haussier. Donc là vous avez donc ici à ce niveau-là, dès qu'on se rapproche de la pointe de l'apex, nous avons donc souvent un retournement baissier donc sur cette configuration chartiste. À partir du moment, bien sûr, vous avez au minimum, il faut toujours au minimum 2 points qui soient touchés. On va voir d'ailleurs au slide suivant. Je vous laisse regarder juste la définition. Voilà, donc nous allons regarder juste le slide. Vous avez effectivement donc un triangle. Alors on ne le voit pas totalement, mais vous avez effectivement donc un triangle symétrique de creux. Où là, le marché, bien sûr, qui est pratiquement symétrique, on ne va pas bien le voir, mais à ce niveau-là, vous avez effectivement un retournement baissier à partir de la sortie. Donc là, vous avez un point à ce niveau-là, et vous avez un deuxième point à ce niveau-là. Donc c'est une figure qui a été bien confirmée sur l'euro USD sur en daily, d'accord, donc c'est en journalier. Dernière figure de continuation, le flag ou drapeau. Ça aussi, c'est une figure qui n'est pas forcément simple à déterminer. Ça, vous pouvez éventuellement le voir sur le graphique. Donc c'est d'abord, pardon, c'était un petit rectangle de consolidation, donc comme on peut le voir à ce niveau-là. Donc c'est un rectangle de consolidation, c'est-à-dire qu'on a sur une tendance haussière, on a un petit retournement baissier, puis continuation, donc on continue sur la tendance qui a été confirmée, c'est-à-dire sur une tendance haussière. Alors comme un petit peu les autres figures du même type, les droites de support et résistance doivent être touchées au moins à 2 reprises. Donc on va le voir également au slide suivant. La sortie de la figure, elle peut être définie à partir de la cassure de l'une de ces 2 droites. Donc là, vous avez effectivement, donc là, on a un retournement, donc on a un scénario haussier à ce niveau-là, consolidation à ce niveau-là, et continuation de la tendance, donc un drapeau qui a bien, d'ailleurs, c'est Crédit Agricole. Donc là, bien sûr, les objectifs ont bien été atteints. Quand je parle d'objectifs, il est important aussi, contrairement un petit peu au triangle classique, le calcul de l'objectif est minimal attendu. Ça prend en compte surtout le démarrage de la tendance initiale, c'est-à-dire à partir de ce niveau-là. Donc la tendance initiale a bien été confirmée. Donc si effectivement vous avez un point à ce niveau-là, il faut éventuellement avoir, donc à partir du moment où ça sort de la consolidation, d'avoir un retournement ici selon la règle de la balançoire qui est X là et X ici aussi. Voilà. Donc ça c'est au niveau du drapeau. Nous allons faire des petits exercices juste après. Alors, de façon générale, si vous êtes un intervenant classique par rapport à ce type de configuration, qui est quand même assez simple, cette configuration en drapeau, c'est une figure de continuation de tendance qui est quand même assez forte en soi. Il faut toujours jouer entre guillemets dans le sens de la tendance initiale. Si vous avez une tendance haussière et que vous avez une partie de consolidation, tracez bien sûr ces canaux baissiers et après repartez dans une tendance haussière. Alors pour résumer, alors je vais vous laisser lire un petit peu le lexique TradeMaker.
Vous allez me dire, donc on va se poser des questions, c'est-à-dire surtout comment trader un petit peu les différentes figures chartistes. Alors, il faut savoir que cela peut paraître un petit peu aisé, hein, que prendre des positions sur des figures chartistes, c'est pas nécessairement évident. Je sais que c'est vrai que beaucoup d'entre vous ne savent pas encore très bien analyser ce type de configuration, mais ça reste des probabilités, des objectifs ne se réaliseront pas forcément à tous les coups. Il y a effectivement des pullbacks qui peuvent être soit trop violents, soit malheureusement peuvent faire toucher vos différents stops de protection. Il y a différents niveaux de scénarios, nombreux scénarios qui sont un petit peu en votre défaveur. Donc si vraiment vous voulez maximiser vos chances de réussite, bah, il faut connaître quelques petites astuces. Alors les premières astuces, c'est toujours présenter sur différentes figures, présenter un pullback. Savoir un petit peu attendre systématiquement le pullback pour pouvoir prendre position. Effectivement, si vous rentrez directement sur une cassure d'une résistance ou d'un support, généralement vous pouvez sortir en perte sur un pullback éventuel. Donc évitez quand même de rentrer trop rapidement si vous avez une semi-cassure, hein, d'une résistance ou d'un support. Attendez éventuellement d'avoir un retournement, peut-être donc un pullback, et à ce moment-là, vous vous positionnez. En même temps, je vais passer le slide suivant. Essayez aussi de positionner vos stops légèrement en extérieur sur les derniers plus hauts et plus bas, que ce soit, ça dépend de votre méthode de trading. Si vous êtes sur du moyen long terme, bah, vous prenez vos daily, vous prenez vos graphiques en H4 ou en daily et vous déterminez les plus hauts et les plus bas. Donc mettez vos stops légèrement à l'extérieur si vous êtes à l'achat ou à la vente. Hein. De cette manière, comme ça, les cours corrigent ces niveaux de plus bas et plus bas et ça peut repousser éventuellement les cours sans que vous touchiez vos stops de protection, parce qu'il s'avère que parfois, malheureusement, beaucoup d'entre vous ne savent pas bien déterminer vos bandes de sécurité, notamment les stop loss. Bah, essayez de les mettre légèrement au-dessus ou en dessous des points les plus hauts, plus bas de la journée, ou en hebdomadaire, ou en mensuel, ça dépend de votre méthode de trading. Et surtout, respectez au mieux les objectifs qui sont donnés par les figures. Parce qu'on a souvent tendance à prendre des opérations, mettre des objectifs qui ne sont pas forcément des objectifs qui sont judicieux, puisque vous déterminez des points qui ont été techniquement parlant déterminés, c'est-à-dire par rapport à différentes figures, mais les différentes erreurs, comme je l'ai abordé juste avant, c'est les erreurs de sortir trop rapidement ou de ne pas attendre de pullback et de prendre position et de pouvoir clôturer une opération alors qu'on a souvent des retournements dans les deux sens. Ça dépend si vous êtes acheteur ou vendeur. En conclusion, alors, je vais vous laisser regarder donc le slide suivant par rapport au graphique, par rapport pardon, au lexique. Bien sûr, ce lexique, si vous faites la demande, on pourra vous les envoyer par la suite. Nous avons vu donc pour une grosse partie de l'analyse graphique, il faut surtout prendre en considération les différentes figures chartistes, notamment bien sûr les ETE ou les double bottom. Les ETE, ce sont des configurations extrêmement intéressantes. Donc je vous inviterai bien sûr à regarder les figures antérieures et voir éventuellement si vous arrivez à déterminer les ETE. Et après, bien sûr, de vous positionner si vous avez des configurations bien confirmées, confirmations pardon, sur les ETE ou même sur d'autres configurations chartistes. Alors excusez-moi, j'ai passé un peu trop rapidement le slide sur le dernier lexique. Je vous laisse regarder pour l'instant, notez les questions en attendant et on va passer au exercices. Voilà, donc on va passer aux 10 différents exercices. On va passer à 4 exercices. Hein. On va faire rapidement les exercices et je vais vous laisser regarder un petit peu. Alors, au niveau des configurations, que voyez-vous? D'accord, donc regardez un petit peu le graphique. Donc, je vais regarder, donc je vous laisse ça et je vais vous poser les questions et vous avez les réponses. Voilà, maintenant je vous laisse regarder exercice numéro 1. Donc, biseau ascendant, triangle descendant, épaule, tête, épaule, rectangle et trading range. Donc, biseau ascendant, triangle descendant, épaule, tête, épaule, donc ETE, rectangle et trading range. Je repasse sur le graphique.
Donc notez les réponses, bien sûr, biseau ascendant, triangle descendant, ETE et rectangle, trading range. Je repasse sur les graphiques. Je vous laisse analyser et dites-moi ce que vous arrivez à voir. Alors, un peu de tout. Le W, alors le W, c'est quoi exactement? Dites-moi, est-ce que c'est le double bottom? Il n'y a pas le double bottom, donc c'est pas le W. Donc dites-moi si c'est un biseau ascendant, triangle descendant, ETE, rectangle et trading range. Donc, je vous laisse quelques secondes, pas mal de réponses, de bonnes réponses, de mauvaises réponses. Voilà, donc la plupart d'entre vous ont répondu plus ou moins juste. Alors il y a effectivement du 2, du 3. Alors la réponse c'est, vous allez voir tout de suite, voilà la réponse. La réponse c'est rectangle et trading range. Donc félicitations à ceux qui ont répondu. Effectivement, on voit bien que le marché pour l'instant est non tendationnel, c'est-à-dire qu'il se situe entre deux niveaux, résistance et support. Donc là, il s'agit du CAC 40 pour information, en daily. On est sur une tendance, on est sur un trading range. Donc ceux qui ont répondu juste, bravo. C'est vrai que c'est difficile, c'est pas très simple d'analyser ce type de configuration, mais on voit bien que là, l'analyse confirme bien un trading range où le marché pour l'instant reste indécis. Alors attention, là on peut avoir une sorte de pullback, d'accord? C'est-à-dire on va toucher la résistance pour avoir peut-être un retournement haussier ou éventuellement une cassure. Donc ça, c'est une configuration simple, le trading range. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est d'avoir éventuellement une autre pour vous positionner. Si vous voulez positionner acheteur sur le CAC 40, alors vous attendez éventuellement une autre bougie, voire deux bougies supérieures, donc une bougie bleue, pour confirmer cette tendance haussière. Deuxième exercice, je vous laisse bien sûr regarder le graphique, je passe aux questions et je reviendrai bien sûr sur le graphique. Voilà. Je vous laisse regarder le graphique et juste après, vous allez voir les réponses et à vous de cocher entre guillemets. Bien sûr, vous pouvez interagir sur le chat. Les réponses, c'est uniquement sur le chat. Pour ceux qui posent la question, c'est uniquement sur le chat. Vous ne pouvez pas cocher. Donc vous répondrez juste en dessous. Donc là, vous avez une configuration chartiste. On regarde les réponses ensemble et bien sûr, on reviendra sur le graphique. Donc exercice numéro 2, que voyez-vous sur cette configuration chartiste? Est-ce que c'est un biseau descendant, triangle ascendant, flag ou drapeau, ou une épaule, tête, épaule? Alors il n'y a pas de canal haussier, effectivement on peut éventuellement considérer ça comme un canal haussier, mais on regarde dans les figures chartistes. Les canaux, c'est une figure aussi, mais c'est un petit peu la base de l'analyse chartiste, les canaux. Donc là on regarde vraiment dans les figures chartistes, donc biseau descendant, triangle ascendant, flag ou drapeau ou ETE. Je vous laisse regarder le graphique une nouvelle fois. À savoir que là, vous êtes sur le crédit agricole, pour information. Donc là, vous êtes sur le crédit agricole en daily, c'est-à-dire en quotidien. Ça veut dire que chaque bougie, bien sûr, pour ceux qui ne savent pas, représente une journée. Donc, quelques réponses. Je vous laisse bien sûr répondre. Donc, je repasse bien sûr les réponses ici. Donc, soit biseau descendant, triangle ascendant, flag ou drapeau, épaule, tête, épaule. Alors, c'est vrai que c'est une configuration un peu plus délicate, ce n'est pas simple. Donc, que voyez-vous? Biseau descendant, triangle ascendant, flag ou drapeau, ETE. Voilà, je vous laisse continuer à répondre. Voilà, une grande majorité d'entre vous a répondu. De bonnes réponses toujours, de bonnes réponses et de mauvaises réponses. Donc la réponse c'est bravo à tous ceux qui ont répondu le drapeau ou le flag. Félicitations, c'était pas simple. On le voit bien, c'est une configuration avec une consolidation à ce niveau-là, comme on a abordé juste avant. Donc félicitations à quelques clients, quelques clients qui ont répondu juste. C'est intéressant parce que le Crédit Agricole, d'ailleurs, au niveau des objectifs, on essaie d'atteindre ces objectifs. Donc là, on a une configuration flag ou drapeau, où là, vous avez effectivement une tendance haussière, donc à ce niveau-là, consolidation à ce niveau-là, et
confirmation de la tendance à ce niveau-là, continuation de la tendance comme ce qui a été abordé juste avant. Donc félicitations à ceux qui ont répondu juste. Troisième exercice, on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet. Que voyez-vous? Voilà, je vous laisse regarder maintenant les réponses et on reviendra bien sûr sur la configuration chartiste, donc double bottom, triangle ascendant, ETE, V bottom. Donc double bottom, triangle ascendant, ETE, V bottom. Donc on revient sur le graphique, je vous laisse répondre. Hein. C'est vrai qu'il y a quelques réponses, il y a de bonnes réponses, de mauvaises réponses. Mais en majorité, je suis assez fier, je suis assez satisfait de vos réponses. Ce sont très très bonnes réponses. Une grande majorité d'entre vous a répondu juste à cette configuration chartiste. Bravo. Bravo à tous, hein, bravo. C'est la réponse 3. Donc ETE. Et vous allez le voir effectivement. Très très belle configuration en ETE sur le GBP AUD. Donc là, effectivement, on a une première épaule, suivie de la tête, une deuxième épaule, confirmation baissière. Donc là, on est en plein dedans. Vous pouvez éventuellement vous positionner et éventuellement prendre position avec la règle de la balançoire. Donc la règle de la balançoire, j'explique, c'est prendre objectif ici, calculer le nombre de points. Si ça équivaut à X ici, il faut éventuellement prendre l'objectif à ce niveau-là, soit l'épaule, soit la tête. Généralement, c'est la tête. Et donc là, X. Bravo en tout cas par rapport aux réponses et félicitations. Donc voilà, donc là, je vous laisse avec quatrième exercice et dernier exercice. Alors là, il y a deux figures chartistes à déterminer. Donc deux figures chartistes à déterminer. Donc je vous laisse rapidement regarder le graphique sur l'euro JPY. Et maintenant, on va regarder les réponses. Je vous laisse noter. Donc exercice numéro 4 et dernier exercice. Biseau ascendant double bottom. Biseau descendant et V bottom. Triangle ascendant et épaule tête épaule, donc ETE. Triangle descendant et triple bottom. Donc biseau ascendant et double bottom. Biseau descendant et V bottom. Triangle ascendant et épaule tête épaule. Triangle descendant et triple bottom. Je vous laisse juste noter. Et on va regarder ensemble donc le graphique. Donc le graphique. Donc le graphique, je vous laisse regarder une nouvelle fois. Donc qu'est-ce qu'on voit dans cette configuration? C'est vrai qu'elle est beaucoup plus complexe. C'est pour ça que lorsqu'on dit c'est à tout niveau, c'est niveau une formation éducative pour tous les niveaux. Ça peut être effectivement débutant comme des intermédiaires ou des experts. Et c'est là où on voit si vous êtes des experts en analyse chartiste. Donc on repasse sur les réponses. Voilà, vous avez de bonnes, de mauvaises réponses. C'est vrai que ce n'est pas simple. Et on va regarder ensemble la réponse. Donc, la réponse est tout simplement biseau descendant et V bottom. Bravo à... Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup du tout même. Bravo à ceux qui ont répondu à la réponse 2. C'est effectivement donc biseau descendant et V bottom. Donc on a effectivement un biseau descendant où là une confirmation haussière. Donc généralement lorsqu'on a un biseau descendant, on a une confirmation haussière juste après. Et ce qui s'est passé, c'est on a un V bottom. Là,
On a un V qui a été confirmé. C'est un V qui peut être confirmé suite à peut-être une annonce économique. Donc là, on a une annonce économique, peut-être, et là, on a un V-bottom. Donc, bien sûr, se positionner avec selon la règle de la balançoire, prendre objectif, comme ici, éventuellement, donc là, et vous avez effectivement un objectif à ce niveau-là. Donc ça, c'est intéressant, c'était le dernier exercice. Voilà, donc ça, c'est X, et ça, c'est X également. Donc félicitations à tous pour différentes réponses. C'était pas évident. Je l'avoue, c'était pas évident.